Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Notre réflexion sur l'esthétique, inaugurée par un premier ouvrage sur la chirurgie esthétique, puis par un second tentant de comprendre le rôle de l'esthétique dans la psychopathologie générale, a poursuivi son cheminement pour arriver à envisager cette fois la création artistique comme un mécanisme dont l'origine était à rechercher dans l'évolution d'un processus très précoce dans la formation de l'individu, que son initiateur Donald Meltzer a nommé le conflit esthétique. Concernant le chapitre général étudiant l'art et ses rapports avec la psychanalyse, les auteurs concernés, et le premier d'entre eux Sigmund Freud, se sont peu intéressés à la question de la création artistique. Ce dernier disait déjà que « d'où vient à l'artiste la capacité de créer, cela n'est pas une question relevant de la psychologie. » Voire même, force nous est d'avouer que l'essence de la création artistique nous est psychanalytiquement impossible sans compter que sur le beau la psychanalyse a moins que rien à dire. Il débute toutefois son article sur l'unheimlich, l'inquiétante étrangeté, par un commentaire à notre avis contradictoire sur l'esthétique, qui bien que considérée par lui comme la science des qualités de notre sensibilité, se voit exclusivement liée à des mouvements émotifs, inhibés, assourdis, affaiblis, dépendant de la constatation des faits. Contradictoire, car tout en considérant qu'il était parfois amené à s'intéresser à un domaine particulier de l'esthétique, il précise plus loin que l'inquiétante étrangeté se trouvait à côté de l'esthétique, bornant celle-ci à la simple étude des sentiments positifs, beaux, sublimes et attrayants. Or l'esthétique est à considérer, du moins est-ce notre opinion, dans une dimension plus étendue de la théorie générale de la sensibilité, sous tous ses aspects perceptibles, conformément à son étymologie. Freud reconnaissait par ailleurs qu'il était lui-même particulièrement peu sensible en cette matière, là où une grande sensibilité serait plutôt de mise. Malgré tout, ne faut-il pas voir dans l'unheimlich l'intrusion énigmatique de quelque chose qui a à voir avec le beau et le sensible dans le malaise né d'une rupture dans la rationalité rassurante de la vie quotidienne, fait d'angoisse et même d'épouvante. Il précise lui-même dans ce même texte que cette inquiétante étrangeté est du domaine de l'esthétique dans sa définition sensible, même s'il en attribue la cause à l'effacement des limites entre réalité et imaginaire. Notons que cette sensation est apparue à Freud dans le souvenir d'une visite de l'Acropole, et qu'il s'est appuyé à plusieurs reprises sur des œuvres d'artistes comme Michel-Ange ou Léonard de Vinci. De même, et nous reviendrons sur ces deux exemples, rappelons-nous les circonstances du syndrome de Stendhal des touristes visitant les musées de Florence, et de la description de Proust devant le petit pan de mur jaune de Vermeer et ses réactions dans la recherche, pour impliquer cliniquement cette intrusion du beau dans la dynamique inconsciente. C'est la lecture d'un entretien daté de 1963 entre Donald Meltzer et Adrian Stokes qui nous a pour la première fois suggéré les bases pouvant illustrer, sinon expliquer, les relations entre l'art et l'inconscient, dépassant la simplicité de l'assimilation œuvre-symptôme ou les considérations lacaniennes sur la jouissance dans l'art, même si celles-ci sont respectables particulièrement dans le champ des névroses. Le propos de Meltzer est de développer, sur la base des travaux de Melanie Klein et de Hanna Segal, ce qu'il appelle la valeur sociale de l'art du point de vue psychanalytique à partir de la compréhension de la relation entre le peintre et celui qui regarde sa toile. Immanquablement, nous allons voir que ce processus nous entraîne dans les profondeurs préoedipiennes énigmatiques de la formation de l'individu, antérieurement loin des hypothèses de Freud postulant que la beauté était en relation directe avec le génital, estimant que l'émotion esthétique dérivait de la sphère des sensations sexuelles. Dans cette période précoce de la vie, on assiste à une succession et une imbrication de stades et de positions du sujet vis-à-vis de l'objet, nous dirons de l'artiste et son œuvre, voire l'œuvre et son spectateur. Pour le moment, envisageons quelques généralités sur l'art avant de définir les conséquences du conflit esthétique précoce, ce qui nous amènera à considérer le lien entre le vandalisme iconoclastique, ses avatars psychopathologiques et l'œuvre d'art, avec un regard plongeant sur l'art contemporain et sa valeur ambivalente de compromis entre ses propositions antagonistes. Premier moment, l'approche. Chapitre 1 préliminaire. Tentons de suivre, à partir de la définition de l'art, son évolution dans le temps de la théorie du sensible, à sa dimension philosophique. On s'accorde en général à définir l'art comme une activité humaine spécifique,
faisant appel à certaines facultés sensorielles, esthétiques ou intellectuelles. Notons cependant que le Littré ne définit l'art au singulier que comme une manière de procéder, réservant à la forme plurielle la signification qui nous intéresse ici. Selon le dictionnaire des concepts philosophiques, art peut également signifier métier, talent, mais aussi procédé ou ruse, la création d'œuvres intervenant plus tardivement. La philosophie s'est interrogée sur la nature de l'art en tant que beau, Platon, Ion et Hippias majeur, Aristote, la poétique. Plus tard, et jusqu'à la fin du Moyen Âge, cette définition s'est orientée vers le système des enseignements universels, s'opposant à la science conçue comme pure connaissance et à la nature qui produit sans réfléchir. Il a fallu attendre Alexandre Baumgarten en 1735 pour introduire le terme esthétique, comme étant une faculté de l'homme distincte de la raison logique. Georg W. F. Hegel en 1807 envisage l'esthétique comme une philosophie de l'art en tant que rapport entre la forme sensible créée par l'artiste et l'esprit qui l'anime. Kant, puis Nietzsche et Heidegger à différentes époques ont souligné le rôle de l'esthétique en tant que perception sensible de l'objet, renvoyant celle-ci à la complémentarité avec le sujet qui l'a créé. Ce qui fait dire à Roger Doré que, en créant une œuvre d'art, l'homme projette à l'extérieur son être le plus intime dans lequel il se reconnaît, et il invite l'autre à le reconnaître dans son individualité propre en le faisant entrer en résonance avec lui. Déjà Hegel avait souligné le besoin qu'a l'homme de créer un objet extérieur dans lequel il puisse se reconnaître lui-même, et en même temps se faire reconnaître de l'autre en lui présentant son intériorité, la contemplation esthétique constituant ce lieu où l'homme se retrouve lui-même en tant que situé en dehors. Retenons dès à présent ces différents mouvements d'extériorisation et d'intériorisation, dont nous retrouverons le modèle dans la dynamique kleinienne de l'identification projective. On peut estimer aujourd'hui que l'art établit une relation entre l'œuvre, son créateur et son récepteur. Hegel dans ses leçons sur l'esthétique précisait que le beau artistique dégage des formes illusoires et mensongères de ce monde imparfait et instable, la vérité contenue dans les apparences, pour la doter d'une réalité plus haute créée par l'esprit lui-même. Le beau d'une œuvre d'art serait alors dans la représentation que celle-ci propose de la réalité, car elle est productrice d'affect. Ce privilège de la suggestion dans le cadre de la vision simple, définit peut-être l'art lui-même. Le surréalisme en avait donné une clé de lecture. Devant des formes si parfaites des arts architecturaux, picturaux, poétiques, théâtraux, ce qui nous émeut ce ne sont pas ces formes, mais le secret qui en émane, l'irréel qui double leurs contours. Et Breton de poursuivre en soulignant que la relation ainsi créée, et le partage qui en résulte, concerne l'autre aspect du sentiment esthétique, grâce auquel, en entrant en contact par le vase communicant de l'art avec l'irréel, nous rencontrons l'image d'autrui, l'intention du créateur et aussi la sensibilité de ceux que nous mêlons nécessairement à notre enchantement. Cette approche partagée du merveilleux avec le créateur et son environnement est susceptible, par son irréalité, de provoquer une réaction salutaire, celle que nous éprouvons tous à la contemplation d'une œuvre d'art. Cette dimension éminemment subjective de l'art considérée comme un mouvement centrifuge de la création contenant en elle-même l'intention de son créateur, et son créateur lui-même, implique que l'œuvre d'art soit le résultat d'une dynamique interne, propre à l'artiste, dont nous proposons de suivre le cheminement dans le dédale des constructions psychiques. Parmi ces dernières, accordons par hypothèse une priorité particulière à la notion de conflit esthétique. Nous allons reprendre cette définition et son évolution, en insistant sur la valeur psychodynamique de sa résolution dans le processus de création d'œuvres d'art. Chapitre 2 – Le conflit esthétique. Le lecteur pardonnera peut-être la répétition de l'exposé de cette notion fondamentale, s'il y est déjà rendu familier par la lecture de nos précédents ouvrages. Rappelons néanmoins la théorie de Meltzer à son sujet. En matière d'esthétique, tout commence, si l'on peut dire, par les émotions archaïques du nourrisson liées à ses premiers rapports avec le monde par l'intermédiaire de sa mère. Les principes de cette sensorialité commencent in utero, ce que Meltzer qualifie d'expérience proto-esthétique. La marche de la mère, la mélodie de sa voix, les battements syncopés de son cœur synchronisés avec ceux du bébé, et même les périodes psychiquement agitées de la mère constituent autant de signaux qui conditionnent les premiers émois des perceptions de l'enfant. Dans ce processus sensoriel,
On souligne l'importance de l'expérience auditive et synesthésique du contenant maternel, la voix de la mère constituant le premier impact esthétique. Le second impact est représenté par la naissance et l'immense choc sensuel qu'elle représente, renforcé et apaisé par ce que Meltzer appelle un état passionnel du bébé à l'égard du visage et des seins de sa mère, de ses bras qui par leur étreinte apaisent la douleur de son impuissance, le mamelon dans la bouche concluant cet apaisement. On peut considérer que le psychisme du bébé commence à ce stade, inaugurant ses fonctions d'exploration du monde et de ses intérêts émotionnels. Parmi ceux-ci, l'impact visuel postnatal du visage et des seins de la mère est le premier choc dont l'expérience de l'analyse de jeunes enfants peut mesurer l'importance dans la vie ultérieure. Chez l'enfant comme chez l'adulte, on est frappé par la fréquence des mères qualifiées de belles, qui renvoie à l'évidence aux impressions venant de la petite enfance. Meltzer estimait d'ailleurs qu'il avait trouvé de nombreuses raisons de penser que de ne pas avoir été touché par la beauté, de la mère et du monde, n'est pas compatible avec la survie, du moins la survie psychique. 2 exemples, entre autres, dans son expérience d'analyste d'enfants lui ont fait envisager l'existence d'un conflit intrapsychique concernant l'esthétique. Le premier est celui d'un jeune garçon qualifié par lui de post-autistique, entrant pour la première fois dans la salle de thérapie, s'arrêtant interloqué devant sa thérapeute, une très jolie jeune femme, et lui chuchotant « Es-tu une femme ou une fleur ?» Le second cas, plus fréquent, était celui d'un enfant présentant une succession d'attitudes où s'affrontent des comportements de destruction d'objets, de crises d'opposition caractérielle et d'agressivité, suivis de périodes d'activité artistique, à leur manière faisant intervenir des capacités compensatrices ou agissent des forces esthétiques, ce qui fait poser l'hypothèse de l'existence d'un conflit interne où l'on assiste à une lutte à l'intérieur de l'individu entre sensibilité esthétique et force béotienne, puritaine, cynique et perverse. Meltzer en a conclu à l'existence d'un conflit esthétique précoce, dont nous allons tenter de définir le processus. La description. Le principe de départ suppose que toute relation d'objet découle de l'impact des stimulations sensorielles venant de l'objet maternel sur le soi naissant. Cet impact a un effet esthétique puissant, générant une violence telle qu'il suscite une tension intolérable qui n'est apaisée que par un mode de relation à l'objet appelé relation d'intimité, qui lui permet la découverte des qualités internes de cet objet. Cet objet, c'est bien entendu la mère dont les qualités sensorielles de surface bombardent le bébé avec une intensité telle qu'elles entraînent une interrogation selon laquelle ces qualités se retrouvent ou pas à l'intérieur de cet objet mère, ce que Meltzer résume ainsi. Cette mère si belle à l'extérieur, est-elle aussi belle à l'intérieur ? L'intensité de ce questionnement, celle de l'expérience tragique de l'expérience esthétique, réside dans la qualité énigmatique de l'intérieur de l'objet maternel, et pour s'apaiser amène à la volonté de connaître l'objet du désir, favorisant alors la rencontre de la beauté et de la vérité. Il en résulte que le développement de la pensée, la valeur de la découverte, la formation du symbole et toutes les variations de la création artistique seraient les conséquences du conflit esthétique. Meltzer insiste sur la dimension active et violente du déroulement de ce conflit, car les qualités sensorielles de cette beauté extérieure de la mère, le bombardant d'une expérience de nature passionnée, se doublent d'un message ambigu car bien qu'elle le délivre des tiraillements de la faim à l'intérieur de son propre corps, elle lui donne quelque chose d'explosif qu'il doit lui-même expulser. Ainsi, l'intérieur de la mère, contrairement à son extérieur éblouissant, est capable de donner et d'enlever aussi bien de bonnes choses que de mauvaises. La théorie de Melanie Klein. Il faut ici compléter et illustrer cette description du conflit esthétique par la théorie de Melanie Klein qui a été l'analyste de formation de Meltzer, et sur laquelle ce dernier s'est largement appuyé pour son concept. On peut résumer ce processus en reprenant le texte déjà détaillé dans notre précédent ouvrage. Dans les 4 premiers mois de la vie, l'état du nourrisson est fonction des stimuli qui déterminent la quiétude ou l'insatisfaction. Il est tout entier dans l'expérience originelle du plaisir. Réflexes et émotions sont des tâtonnements vers le premier objet, le sein maternel ou son substitut qui est sucé, puis mordu, constituant la première relation du nourrisson à son monde. Parallèlement, il va éprouver de l'angoisse provenant d'origines externes et internes. L'expérience de la naissance en est la première source externe, imprimant chez le nouveau-né un instinct de mort comme exact négatif de l'instinct de vie,
et l'angoisse naissant de cette confrontation sous la forme d'une crainte d'anéantissement est elle-même prélude à ce qu'on appellera l'angoisse de persécution. Selon Freud, cette angoisse est le modèle de toutes les angoisses ultérieures, comme une attaque provenant de forces hostiles. La deuxième angoisse, interne celle-là, est constituée par la faim et la sensation de vide qui l'accompagne, la libido insatisfaite engendrant la fureur, ce qui signifie que dès l'origine, il y a fusion des pulsions libidinales et destructrices de même que les instincts de vie et de mort mêlés. Toute personne observant les réactions des nourrissons dans ces circonstances est le témoin de cette fureur dont les manifestations, si elles prenaient une dimension adulte, auraient des conséquences d'une violence incalculable. C'est de cette violence qu'il s'agit ici. Les tendances agressives se dirigent sur le corps de la mère quand elle frustre son enfant, ces tendances ayant pour but de dérober ou de détruire le contenu du corps de la mère. Ainsi, l'envie orale est l'un des motifs principaux qui pousse l'enfant à vouloir pénétrer dans le corps de sa mère, car il ne connaît au fond que ce mouvement d'entrée et de sortie, de lui-même ou de ses aliments. Le clivage. Devant ces expériences successives de frustration ou de gratification qui sont de puissants stimuli pour les pulsions libidinales et destructrices, pour l'amour et la haine, interviennent les mécanismes de défense que sont les processus de clivage. Le sain est aimé et ressenti comme bon, s'il gratifie, et mauvais, et haï s'il est frustrant. Secondairement, va se créer un mouvement double de projection et d'introjection entre le bébé et sa mère, l'enfant projetant ses pulsions libidinales en les attribuant au bon sein, et les pulsions destructrices au mauvais sein. En même temps et par introjection, un bon sein et un mauvais sein seront constitués à l'intérieur de lui-même. On comprend que l'élaboration de cette théorie s'est constituée au long d'une expérience analytique des enfants, que Klein a résumée dans ses ouvrages. Dans la vie ultérieure à ces 4 premiers mois de la vie, il est évident que le sein clivé en bon et en mauvais devient le prototype de tous les objets gratifiants pour le bon, et persécuteurs pour le mauvais. Et cette extension prend chez l'adulte une forme universelle dans la dyade gratification, frustration qui persiste toute la vie et sera l'objet ultérieur de négociations et de transformations internes. En entrant un peu plus précisément dans cette relation primitive du bébé et de sa mère, Klein précise que dans le cas du mauvais sein, c'est-à-dire l'objet persécuteur, dans ses fantasmes destructeurs le nourrisson n'a d'autre moyen que de mordre et déchirer ce sein, le dévorer et l'anéantir. En retour, il peut craindre que ce sein aille l'attaquer de la même manière. Dans le cas du bon sein, cette angoisse de persécution est neutralisée par l'amour gratifiant de la mère, son sourire, le contact de ses mains, sa voix, ses soins, etc. Ceci aide l'enfant à surmonter son regret de l'état antérieur qu'il a perdu. Parallèlement, une autre ligne d'attaque de l'objet maternel dérive des pulsions anales et urétrales impliquant l'expulsion des matières dangereuses, les excréments, vers l'intérieur de la mère. Et en même temps que ces excréments nocifs, expulsés dans la haine, des portions clivées du moi sont aussi projetées dans la mère pour blesser, contrôler et prendre possession de son intérieur. L'identification projective. Ce processus de relation d'objet agressive a été appelé par Klein identification projective, l'enfant identifiant par projection sa mère comme un persécuteur. À l'inverse, le bébé peut projeter dans sa mère les parties bonnes de sa personne, c'est-à-dire les parties aimantes. Cette fois, l'identification projective servira à développer de bonnes relations d'objets ultérieures. Par symétrie, à la projection va correspondre l'introjection qui, dans le cas des objets bons à l'image du sein maternel, est une condition préalable du développement normal. Ce dernier dépend de la mesure où un équilibre optimal entre introjection et projection a pu être obtenu. Grâce à cet équilibre, peuvent s'exercer les pulsions épistémophiliques, c'est-à-dire celles visant à connaître l'intérieur de la mère sans excès d'angoisse dans les meilleurs cas. Enfin, Mélanie Klein poursuit son hypothèse en soulignant qu'après cette phase qualifiée par elle de schizoparanoïde en référence à la notion de persécution liée aux objets clivés, succède un progrès marqué par l'intégration de l'objet total au cours du deuxième quart de la première année. S'il n'y a plus de clivage, alors les aspects haïs et aimés de la mère se trouvent mêlés, ce qui produit une augmentation de la crainte de la perdre, en un état qualifié de position dépressive, qui en fait favorise une meilleure compréhension de la réalité psychique et une meilleure perception du monde extérieur. Notons que Klein privilégie le terme de position à celui de phase,
estimant que l'alternance schizoparanoïde dépression se prolonge pendant toute la formation de la personne, avec ou sans évolution pathologique, ce qui a son importance dans notre propos comme nous le verrons plus loin. Les effets du conflit. Ces travaux de M. Klein complétant ceux de Meltzer doivent avant tout nous aider à comprendre que dans cette approche progressive de l'objet maternel, modèle de toute relation d'objet ultérieure, seule l'esthétique initiale en permet le développement, en passant comme le résume Descazouines Bonnefond par le corps, les seins, la beauté de la mère qui sont les représentants de la beauté du monde. L'émotion esthétique est une émotion originaire, organisatrice du psychisme par la rencontre bouleversante avec la beauté du monde extérieur générant une expérience douloureuse. Le biais de cette approche du conflit esthétique passe par les positions schizoparanoïdes et dépressives qui permettent la relation d'objet totale avec le corps de la mère. Ce qui nous importe ici est la valeur défensive que représentent ces positions. En effet, les clivages et les projections évacuatrices constitutives de la position schizoparanoïde ont pour but d'atténuer l'impact de l'objet esthétique en prenant la signification de contrôler le corps de la mère, mais aussi en le dégradant, le réduisant et détruisant sa beauté excessive. Ce qui peut avoir trois effets. Le plus normal étant, grâce à la position dépressive, la rencontre avec un objet total et entier permettant la relation d'intimité, le plus pathologique représenté par la fuite devant la douleur provoquée par le conflit esthétique, source des variations pathologiques générées par cet évitement comme nous l'avons détaillé dans un précédent ouvrage. Enfin, et pour ce qui nous concerne directement dans notre réflexion présente, l'effet supposant un mécanisme défensif et sublimatoire à la fois qui est l'imagination créatrice et ses conséquences artistiques et esthétiques. Précisons donc que tout ce qui précède, et qui a servi à éclairer l'hypothèse de notre travail, concerne ce mécanisme de transformation de l'énergie qui dans un premier temps, avait tendance à éviter le conflit en dégradant la beauté de l'objet maternel pour ne pas avoir à souffrir de la terreur induite par son contenu énigmatique. On peut voir dans cette mobilisation de force qualifiée d'anti-esthétique origine du vandalisme iconoclastique, correspondant au surgissement pulsionnel et imprévisible du mouvement destructeur qui concerne généralement et symboliquement un certain ordre harmonieux et établi, réalisant ainsi violemment et dramatiquement la destruction objectale archaïque. On peut alors considérer que devant cette menace de dégradation de la beauté de l'objet, le sujet dispose d'un atout supplémentaire au cas où il ne lui serait pas possible d'investir la beauté de l'objet maternel, cet atout étant représenté par la force imaginaire déterminant l'œuvre d'art utilisant l'énergie psychique au profit de la création et non de la destruction. La restauration. Cette définition de l'art comme s'opposant au vandalisme et à l'iconoclasme par un mécanisme psychodynamique fait écho à la définition de Meltzer affirmant que l'art est un moyen de restaurer la contemplation de la beauté de l'objet sans que l'âme, comme le craignait Socrate, ne soit endommagée. Et pour que ce mécanisme arrive à son terme complet, il doit générer en réponse au conflit esthétique initial une réponse esthétique dont le moteur sera un désir de reconnaissance que la contemplation de l'œuvre provoque chez le spectateur de cette œuvre. Nous avons cité plus haut cette phrase de Hegel insistant sur le besoin qu'a l'homme dans son activité artistique, de créer un objet dans lequel à la fois il puisse se reconnaître et se faire reconnaître de l'autre en lui présentant son intériorité. Cette proposition confirme la question de la restauration de la beauté intérieure de l'objet maternel, et par réciprocité de l'intérieur de l'artiste qui, par son œuvre créatrice, propose à l'observateur la reconnaissance esthétique à la fois de l'objet et du sujet. Et au passage, comme le dit Roger Doré, l'œuvre d'art rebondit sur la propre reconnaissance du spectateur qui s'y retrouve lui-même en tant que situé en dehors. Notons également que les mouvements de la création artistique empruntent les mêmes voies de relation que celles retrouvées dans les travaux de Melanie Klein à propos des mécanismes de projection et d'introjection dedans-dehors et dehors-dedans des corps du nourrisson et de sa mère, comme ceux de l'artiste, de son œuvre et de son spectateur. L'art et l'autre. Nous avons indiqué au début de ce travail le dialogue entre Abraham Stokes et Donald Meltzer à propos des bases sociales de l'art, c'est-à-dire la relation entre l'artiste et celui qui regarde son œuvre. Ils y précisent à l'appui de ce que nous venons de voir précédemment, que l'approche kleinienne de la créativité artistique en souligne le
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.